J'ai rendez-vous avec un investisseur chevronné. J'ai tout un tas de questions à lui poser. Comment on va évoluer dans le monde d'aujourd'hui qui devient complètement incertain par rapport à l'économie et surtout comment investir, bien investir, limiter la casse si c'est possible et surtout comment apprendre de ses erreurs. Donc, reste avec nous jusqu'au bout, ça va être génial. Hello, hello ma belle, ici Dominique Monet Coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à se libérer de leurs peurs et de leurs blocages liés à l'argent et à retrouver leur puissance de déesse pour attirer l'abondance avec aisance et vivre leur meilleure vie. Je te conseille vivement de t'abonner et surtout ma belle, inscris-toi, réserve ta place pour le prochain workshop Forteresse. Il aura lieu le 20 mars. Ça va être du tonnerre, on va dégommer les croyances limitantes et on va s'en créer des croyances qui vont pouvoir t'élever et te porter vers tes objectifs, vers tes projets et vers tes rêves. Ok ma belle? Donc inscris-toi, tout est dans la description. Pour cet entretien que j'ai eu avec Xavier, c'est un de mes amis et je suis très heureuse de l'avoir dans mon réseau parce que c'est ce que j'appelle une personne ressource. Tout comme moi, je suis une personne ressource pour les autres. Je peux les aider sur certains points dans leur vie. Lui, il est aussi une ressource énorme par rapport à tout ce qui va être investissement. Dernièrement, j'ai investi grâce à lui et je le remercie chaudement encore. Il le sait très bien. Et c'est vraiment juste génial en fait de pouvoir jouer avec l'argent parce que moi, c'est vraiment quelque chose que J'en ai tellement manqué que j'adore maintenant jouer avec l'argent. J'en ai manqué de jouer avec l'argent. Pas j'ai manqué d'argent. Oui, j'en ai manqué. Ça, c'est mon histoire. Mais en fait, je me suis empêchée de faire ce que j'aimais faire avec l'argent, c'est-à-dire m'amuser, prendre du plaisir avec l'argent. Et voilà, quand on joue, bah oui, on peut perdre. Mais en fait, c'est pas grave parce que tant qu'on s'amuse, c'est le plus important. Et l'argent n'a pas besoin d'être sérieux, n'a pas besoin d'être dur, d'être limitant. Au contraire, l'argent, ça doit ouvrir des possibilités. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Donc, on va parler de ça avec Xavier. On va voir aussi, moi, j'adore infiniment le discours de Xavier qui est très différent de ce que j'entends un peu partout et de ce qui, moi, me donne vraiment pas envie, en fait. Lui, il a vraiment, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On parle d'énergie quantique parce que le monde, c'est ça, on le sait. Pour nous, c'est notre vision des choses. Que c'est pas juste ce qu'on voit, c'est pas juste le matériel, c'est pas juste ce qu'on nous a dit. Que forcément, dans l'énergie quantique, il y a énormément de possibilités, c'est infini. Et c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre. Pour nous, c'est le monde de demain, la 5D qui arrive petit à petit, qui arrive lentement mais sûrement. Et c'est vraiment dans ce monde-là, en fait, que moi, j'ai envie de créer ces opportunités-là, d'être une personne ressource pour vous, pour tous les gens que je vais rencontrer dans ma vie, et aussi pour les miens, et vraiment de co-créer ce nouveau monde-là qui arrive, parce que là, le monde est en train d'être complètement balayé par tout ce qui se passe, mais il y a des révélateurs, il y a des choses qui sont en train de sortir, il y a des choses qui sont horribles et qui doivent terminer, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qui doivent finir. On en parle, voilà, de la société de consommation. Donc, reste avec nous jusqu'au bout, parce que vraiment, c'est une interview remplie de belles choses. Et l'investissement, c'est pareil, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, mais ça doit pas être limité à juste l'argent et les gains. C'est voilà, encore une fois, qu'est-ce que tu veux être dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire et comment ça peut t'ouvrir des possibilités et des opportunités. Je te propose de regarder cette interview avec Xavier et de me laisser un commentaire juste en bas et tu vas nous dire ce que tu en as pensé, ce que ça t'a évoqué, comment ça a pu t'aider. On sera ravis de te répondre. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute et puis à très vite dans la prochaine vidéo.
Bye bye. Alors, je suis super ravie de t'accueillir, Xavier. Xavier, c'est un ami que je connais depuis maintenant près de 2 ans. Et ça fait super plaisir aussi de voir, j'en profite pour le dire, de voir les gens évoluer en fait. Parce que on a tous les deux beaucoup évolué depuis, même si déjà on était déjà à un niveau quand même assez intéressant pour nous. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et c'est génial en fait. Moi j'adore. Donc merci beaucoup d'être là, Xavier. Avec grand plaisir. J'ai eu très très envie de discuter avec toi et puis surtout de le faire partager à d'autres parce que Mm. pour moi, c'est ce que je considère comme un investisseur chevronné, notamment sur des hauts rendements, ce qui aujourd'hui est pour moi juste une évidence parce que pour moi, l'investissement, ça ne devrait pas être le livret A, les assurances vie et tout team, alors que ça rapporte que dalle en fait. Mm. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et forcément, c'est pas toi. Et comme on en a déjà parlé plusieurs fois, je pense que la nouvelle économie, elle est en train de se créer. Et il faut Mm. que justement, nous aussi, on change nos habitudes, on change notre mode de pensée Mm. pour pouvoir s'adapter à ce nouveau monde qui arrive. Parce que là, tout est en train d'être balayé. Puis justement, j'aimerais bien aussi aborder ça avec toi parce qu'il y a toute cette émergence-là des crypto-monnaies. Là, c'est en train d'exploser. Surtout le Bitcoin, comme tu sais bien, Mm. parce que je suis tes stories à chaque fois et puis tu mets les chiffres, j'adore. Mm. Et, euh, et ouais, c'est un sujet passionnant parce que du coup, en fait, ça va complètement redistribuer les cartes, Mm. ça va tout changer. Et ben voilà, donc moi j'ai envie de commencer ça avec toi. Donc, est-ce que tu peux te Mm. présenter, Xavier? Alors, oui, oui, alors j'ai 29 ans. Dans un mois, j'ai 30 ans. J'ai été entrepreneur. Là, je suis de nouveau salarié pour je ne sais pas combien de temps, mais voilà, après, c'est dans l'ordre des choses. Je suis donc ingénieur et en parallèle, donc, je me suis beaucoup intéressé à l'investissement. J'ai notamment investi dans l'immobilier. Ça m'a pas forcément réussi, mais ça a été une super expérience. Je m'y intéresse depuis, je sais même plus maintenant, 5 ans, je dirais. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai perdu aussi énormément d'argent. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et de ces erreurs, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et aujourd'hui, j'ai des meilleurs résultats parce que j'ai appris de mes erreurs. Je me positionne tout à fait différemment euh, par rapport à mes investissements, qui fait que ça a changé complètement mes résultats. Et voilà, après, donc je suis aussi papa et je suis pas mal de choses. Après, bon, comment dire, je ne m'identifie pas à mes étiquettes, mais voilà un peu ce que je fais et un peu qui je suis, quoi. Et j'en profite pour rebondir en fait sur ce que tu dis. Moi, il y a une chose que tu m'avais dit depuis qu'on s'est connus qui m'avait énormément impacté. Mm. C'est en fait ta façon de penser va déterminer tes résultats. Mm. Et finalement, tu te rends compte dans l'investissement, dans Mm. l'entrepreneuriat et dans ta vie en général. Et c'est vrai que quand tu penses qu'un investissement est risqué, tu risques fort de perdre en fait. Et c'est Mm. ça qui est fascinant, c'est à quel point ta pensée, elle génère en fait complètement tes résultats. Mm. Et du coup, C'est toi, ça. comment tu as évolué par rapport à ça? En fait, on va dire que j'ai vécu 3 étapes, 3 phases dans l'investissement. Donc, la première phase, j'ai trouvé ça top. J'avais pas beaucoup on va dire, de mauvaises pensées, même si j'aime pas le terme mauvais. Mais du coup, ça allait. J'y allais, voilà, j'avais un plan qui tenait la route. C'était assez simple. J'investissais un petit montant de mon salaire tous les mois. Et voilà, ça poussait, j'étais trop content. Voilà. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça va pas assez vite. Et là, ça a été le début de la deuxième phase. Et j'ai quitté mon boulot parce que j'en avais marre. J'ai utilisé ce que j'avais mis, enfin, mes investissements pour investir dans d'autres trucs beaucoup plus, avec des meilleurs rendements, mais beaucoup plus risqués. Et j'y allais un peu tête baissée, sans connaître forcément, sans savoir vraiment ce que je faisais. Et là, ça a été un gros crash. J'arrivais pas à être entrepreneur. J'ai perdu énormément d'argent.
Et finalement, tout ce que j'avais fait qui tenait la route sur du long terme, voilà, je m'étais saboté, je m'étais tiré une balle dans le pied. Donc, à un moment donné, il a fallu accepter un peu cette situation, ce que j'avais créé. Je suis allé même jusqu'au dossier de surendettement, alors que je maîtrisais quelques mois avant, je maîtrisais tout à la perfection. Et c'est là où, en gros, il y a eu une prise de conscience. J'ai accepté d'être là où j'en étais et j'ai accepté que ça puisse prendre du temps aussi. Et ça, c'est une des choses, on va dire, les plus importantes. Plus on accepte que ça prend du temps et plus ça va vite, paradoxalement. Donc, je suis reparti l'année dernière. Donc, j'ai fin du chômage, j'ai récupéré un boulot. J'ai profité de ce dossier de surendettement et j'ai profité de la situation finalement. On peut croire que c'était, enfin moi, c'était ma plus grosse peur et finalement, parce que j'avais l'impression que ça allait m'empêcher de faire mes projets. Et finalement, ça m'a aidé à investir beaucoup plus parce que pendant que je ne remboursais pas mes crédits pendant quelques mois, j'ai pu investir beaucoup plus. Et je passe de l'année dernière à un compte à zéro à aujourd'hui. J'ai peut-être plus de 50 000 ou 60 000 euros, je ne sais plus. Mais voilà, et ça s'est fait parce que j'ai profité de la situation, j'ai accepté que ça prenne du temps. Et voilà, et j'ai accepté aussi, enfin, j'ai pris du temps pour m'intéresser aux choses, à voir qu'est-ce qui était le plus pertinent à ce moment-là. Et voilà un peu pour la petite histoire, ma petite histoire d'investisseur. Voilà. Bon, super. Récemment, tu m'as aidé, moi, à investir. C'était il y a quelques semaines maintenant, et je t'en remercie parce que grâce à toi, Avec je plaisir. gagne de l'argent tous les jours, j'adore. Et en fait, il y a un élément qui m'est vraiment un peu tombé sur la tête à ce moment-là, c'est à quel point ça peut être compliqué quand tu connais pas. C'est vrai que moi, sans ton aide, j'aurais pas pu aller au bout parce que ça manque énormément de transparence, c'est pas clair, c'est pas simple, c'est pas fluide. Après, le pourquoi du comment, c'est pas forcément les développeurs, je sais pas trop comment c'est développé tout ça, mais en fait, moi, ça m'a peiné parce que je me suis dit, mais mince, les gens qui voudraient aussi, c'est compliqué pour eux d'accéder à ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu conseilles pour passer cette étape de méconnaissance? Comment faire pour justement passer de la période j'y connais rien, je ne comprends rien, l'interface ne me parle pas, je ne sais pas comment ça marche, à ça va, j'arrive à mettre un pied devant l'autre. Alors, je dirais la première étape, c'est déjà d'accepter qu'on ne connaisse pas. Et bon, ça peut paraître simple pour nous, mais pour la majorité des gens qui adorent le déni, ils préfèrent se persuader qu'ils savent que d'accepter de ne pas savoir. Donc, la première chose déjà, c'est d'accepter de ne pas savoir et être curieux. Donc ça, je dirais, c'est la première chose, d'accepter aussi que du coup, de cette méconnaissance, on puisse faire des erreurs. Et l'erreur fait partie intégrante de l'expérience. Et d'ailleurs, je dis souvent que accepter l'erreur, c'est accepter la réussite. Parce que sans accepter l'erreur, on ne peut pas réussir. Et en plus, on va créer une réalité où on veut absolument réussir en mettant en déni la possibilité de rater. Et en plus, on va dire, là je parlais un peu quantiquement, mais plus on va occulter la possibilité, plus on va occulter la possibilité qu'on ne veut pas voir, plus elle va apparaître. Et le jour où ça va apparaître, le jour où l'erreur va arriver, comme on n'aura pas voulu voir en face cette erreur, ça fait beaucoup plus mal que d'accepter les petites erreurs qu'on fait tous les jours. Donc, accepter l'erreur, c'est pour moi la première chose à faire. Et deuxième chose, c'est d'y aller petit à petit, ne pas foncer non plus tête baissée, se saboter, croire qu'on a entendu parler d'un truc, que c'est le truc et qu'il faut absolument placer ses billes et être derrière son truc à surveiller 24 heures sur 24 avec l'excitation, mais aussi la peur de perdre. Pour moi, ce n'est pas une bonne relation non plus. Donc, il faut vraiment y aller petit à petit. Il faut vraiment mettre une somme qu'on est prêt à mettre. Accepter qu'on ne puisse pas aller partout parce que avec une petite somme, on ne peut pas aller au même endroit qu'avec des grosses sommes. Mais voilà, c'est y aller petit à petit, y aller vraiment là, à partir de là où on est.
Et après, bah, c'est commencer à mettre en place, on va dire, des petites habitudes d'investissement. Voilà, mettre 20, 50, 100, 200, 500 euros sur ça par mois. Enfin, peu importe le montant, finalement, c'est vraiment euh, de commencer à le faire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent gagner 10 000 euros par mois et qui investissent zéro parce que pour eux, 100 euros, ils préfèrent les mettre sur le livret A parce qu'ils ont trop peur de les perdre que se dire, bah, de toute façon, ces 100 euros, soit en gros, je les aurais utilisés pour acheter des choses qui ne servent pas, soit en gros, j'aurais utilisé pour faire cette expérience, soit gagner de l'argent, soit apprendre. Et c'est comme ça que je vois aujourd'hui les choses. C'est que pour moi, le petit montant en relatif que je mets sur des investissements tous les mois, bah, je me dis, bah, de toute façon, j'aurais acheté des trucs qui ne me servent enfin, à rien. Donc autant investir, même si je ne gagne pas. J'ai encore fait quelques erreurs ces derniers temps, ça m'arrive encore, mais elles sont de plus en plus, elles sont de moins en moins impactantes. Bon, bon, c'est quand même 800 euros la dernière erreur, mais ça ne m'a pas impacté parce que en gros, je savais qu'il y avait d'autres choses. Et de toute façon, on va dire, plus, comment dire, plus on est OK avec ça et plus on est capable d'accepter après aussi de perdre des montants de plus en plus importants. Mais c'est en parallèle, c'est aussi d'accepter de gagner des montants de plus en plus grands aussi. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais Ouais. pas si j'ai répondu à la question, mais Ouais, ouais, impec. Mais là, en fait, c'est génial parce qu'on voit vraiment qu'il y a deux extrêmes. Il y a les gens d'un côté qui ont l'aversion au risque et du coup qui ne font rien mm, par peur de perdre, mm, comme tu dis. Puis tu as de l'autre côté ben, ceux qui deviennent presque des flambeurs parce que mm, forcément, quand il y a de l'argent en jeu, il peut mm. y avoir aussi une vraie addiction qui rentre en ligne de compte. Oui. Et c'est pas évident non plus d'équilibrer ça. Ben, en fait, dans, dans l'addiction, que ce soit dans les deux extrêmes, il y a toujours une peur. Ouais. Il y a la peur soit de perdre, soit la peur de rater l'opportunité. Moi, aujourd'hui, la peur de rater l'opportunité, elle m'a fait perdre aussi beaucoup d'argent parce que bah, j'ai foncé tête baissée dans des trucs parce qu'en gros, c'est le moment, c'est le bon truc, je suis super performant, investissez chez moi. Et finalement, bah, il s'avère que bah, c'était des belles paroles, mais pas forcément des bons résultats. Donc, il faut trouver vraiment un juste milieu. Il ne faut pas que l'investissement soit une addiction, même que ce soit une addiction en termes de montant. Allez, on va investir de plus en plus, même si je ne mange pas ce mois-ci, ou une addiction en termes aussi de temps. Il ne faut pas qu'en gros, un investissement est censé travailler tout seul. Et on est censé que faire de l'arbitrage. Donc, si en gros c'est un truc, il faut rester 24 heures sur 24 devant son écran pour vérifier, le fait d'être devant son écran, ça ne changera pas le résultat. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il y a des personnes, moi je le vois dans certains groupes, qui surveillent, enfin, qui sont là à commenter tous les résultats du journalier, mais ça ne se joue pas à la seconde près, ça ne se joue pas à la minute près, ça ne se joue pas au jour près, ça ne se joue même pas à la semaine près, et ça ne se joue même pas au mois près. Donc, euh, il faut un peu prendre du recul, profiter de la vie, justement, profiter de ça pour faire des choses que l'on aime et arrêter de se focaliser là-dessus parce que ça fait perdre du temps et finalement, bah, ça devient énergivore alors qu'un investissement, c'est pas censé être énergivore. Ouais, complètement, complètement. Et en fait, il y a quelque chose que moi, je me pose vraiment cette question, c'est à quel moment tu sais que ton investissement est bon ou pas et que ça va se planter. Par exemple, comme tu dis, ça ne se joue pas la semaine, ça ne se joue pas au mois. Il y a des fois des investissements qui, pendant une année, vont rien te rapporter ou même tu vas perdre, mais l'année qui suit, ça va marcher. Donc, c'est assez délicat aussi de faire cette part des choses-là. Comment tu peux gérer ça au mieux? Bah, moi, je pars du principe justement que je ne sais pas. Et que du coup, il faut encore trouver le bon équilibre entre se protéger, mais pas se protéger de façon malsaine. Hein. C'est pas j'ai peur de perdre, donc je garde tous mes sous. Non, non. Se protéger, c'est bah, comprendre que
voilà, qu'il faut. Enfin, le but, c'est quand même, dans un premier temps, de récupérer son investissement et dans un deuxième temps, d'être en gamme. Et après, on va dire c'est du bénéf. Donc, voilà. Moi, je pars du principe donc, que je ne sais pas. Donc, en gros, bah, j'adapte une stratégie dans ce sens-là. Il y a des gens, par exemple, ils vont investir dans un truc un peu quand même à risque assez important, qui vont laisser travailler 3 ans en croyant qu'ils seront millionnaires. Mais sauf que 2 ans et 11 mois après, ça se crache. Et ils n'auront rien récupéré. Moi, ce que je fais, c'est que après, j'adapte par rapport à chaque investissement, mais et en fonction, on va dire, de, là où, comment dire, à combien de temps j'estime le risque. Et je sais que tel business, enfin tel business, j'aime pas dire business, tel investissement, bon, il est assez jeune. Je dirais, bon, celui-là, il peut au moins durer 2 ans et après, ça se trouve beaucoup plus. Ça se trouve, il s'arrêtera jamais. Mais je pars, voilà. Et du coup, bah, par exemple, au bout de 4 mois, bah, je vais estimer que bah, je vais commencer à récupérer. Du coup, bah, ça fera un peu moins de bénéfices derrière. Mais au moins, bah, je récupère un petit peu, petit à petit. Et bah, voilà, j'ai juste le milieu. En même temps, j'adapte quand même ma stratégie du fait que, enfin, de la manière à que tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, enfin, de façon quand même linéaire, ça augmente, parce que comme ça, c'est intéressant. Voilà, je trouve le juste milieu, mais en même temps, j'attends pas que un moment, parce qu'on ne le sait jamais ce moment-là. Ouais. Voilà, faut partir du principe qu'on ne le sait pas. Donc voilà. Et moi, on va dire, je suis à l'aise avec ça maintenant. Mais il faut apprendre pour moi à avoir ce point de vue, ni on va dire trop conservateur, ni trop flambeur, comme tu disais tout à Ouais. l'heure. Non, mais c'est ça, en fait, c'est génial parce que c'est vraiment un équilibre toujours permanent Mm, à trouver et c'est vraiment l'expérience aussi finalement qui te l'apporte parce que mm, tu peux avoir toutes les données théoriques du monde mm, et connaître bah, les éléments de base. Hein. La base de l'investissement, c'est toujours, mm, comme tu l'as dit, de ne pas mettre ce que tu n'es pas prêt à perdre, mm, de diversifier, mais pas mm. non plus à l'extrême parce que bon, mettre que des 10 euros, 10 euros, 10 euros, à un moment donné, ça va juste rien rapporter quand Oui, bien oui. l'investissement il serait porteur. Mm. Par exemple, tiens, toi, tu mettrais combien d'investissements pour être, voilà, comme toi, quelqu'un comme toi qui est salarié, Mm. qui veut faire son petit truc tranquillement, combien d'investissements tu peux cumuler tranquillement en mettant, voilà, des petites sommes raisonnables, mais en même temps Ben, ambitieuses. je dirais que quelqu'un qui gagne un SMIC, il n'a pas le même niveau de vie que quelqu'un qui gagne 3 000 euros, par exemple. D'accord. Donc finalement, c'est pas le montant net qui est important, c'est plutôt le pourcentage Oui. de ce que l'on gagne qu'on va pouvoir mettre sur. Donc je dirais, euh, moi je dirais 10%. Après, ça dépend de tous les profils. Il y en a qui vont être plus à 20-30% parce que c'est leur profil et ça va très bien. Il y en a qui seront plus à 5%. Donc c'est vraiment arbitraire que les 10%, mais c'est vrai, on se fixer un pourcentage. Se dire que bah, si ces revenus augmentent, bah, on adapte, enfin, le pourcentage reste le même, mais du coup, on peut placer plus. De toute façon, on va dire, on atteindra le niveau où, en gros, on pourra vivre de ces investissements. Si on vit comme quelqu'un avec un niveau de vie au SMIC, bah, on va pouvoir se le permettre avec une plus petite somme que si on a un niveau de vie à 3 000 euros. Mais d'ailleurs, la personne qui a compris ça avant de gagner bien sa vie, il peut justement adapter un niveau de vie enfin, qui coûte pas très cher, et du coup pouvoir investir beaucoup plus pour pouvoir arriver beaucoup plus vite à ce seuil-là. Après, voilà, tout dépend, on va dire, de la situation de la personne, mais en gros, l'idée, c'est de se fixer un pourcentage, et voilà. Après, euh, je dirais aussi, c'est bien aussi d'épargner un petit peu de la même façon, trouver un équilibre. Il y en a qui disent qu'il faut faire investir la même somme enfin, épargner la même somme qu'on investit. Il y en a qui disent qu'il faut plus épargner. Encore une fois, ça dépend du profil de chacun. Moi, aujourd'hui, je vis avec très peu d'épargne
euros. Après, j'estime que mes cryptos, c'est de l'épargne parce que ça ne se multiplie pas. C'est juste que la valeur change. Mais voilà, donc pour moi, c'est de l'épargne. Mais bon, ça dépend encore une fois, ça va dépendre de chacun. Mais, euh, mais voilà, faut être à l'aise, mais faut avoir cette réflexion, se dire, bon, moi, je gagne tant aujourd'hui, j'aimerais commencer à construire mon indépendance financière. Et quand je parle d'indépendance financière, c'est être indépendant de son activité, qu'on soit entrepreneur ou salarié, et faire en sorte que bah, du coup de pouvoir, parce que le but c'est pour moi, c'est pas d'aller siroter des cocktails toute l'année à des endroits cool. Non, non, le but c'est de pouvoir m'exprimer pleinement dans ce que j'ai envie de m'exprimer, sans avoir la question de est-ce que je vais pouvoir payer mes factures le mois prochain. Donc, c'est un peu ça ma vision, ma vision des trucs. Je te rejoins tout à fait. L'indépendance financière, c'est pas les grosses voitures et puis Mm, les c'est destinations ça. de luxe. C'est vraiment être libre en fait et Mm, pouvoir choisir comment on utilise son temps. Travailler mm, si on c'est veut ça. travailler, travailler à ce qu'on veut faire et pas Mm, justement avoir ce qu'on appelle les boulots alimentaires. c'est Parce qu'au ça. fond, il n'y a rien de pire que ça. Mais Mm, moi, j'ai vraiment, vraiment très envie de délivrer un message. Là, j'en profite. C'est que mm, peu importe combien tu gagnes, même si c'est un SMIC, même si c'est pas beaucoup, concentre-toi voilà, le plus rapidement possible sur économiser, oui, mais aussi investir. Je vois mm, encore trop de gens qui sont focalisés sur les économies, mm, non seulement réduire leurs factures, etc., pour mettre un petit peu de côté tous les mois, mm, mais il n'y a pas assez de gens qui investissent, peut-être parce qu'ils mm, ne connaissent pas, ils se disent que c'est pas possible à leur niveau, mais en fait, si. Moi, j'en connais plein. Il y a des super sites auxquels tu peux investir à partir de 20 euros. Tu fais du crowdfunding et tout ça mm, pour que ton argent il puisse, comme tu le dis très bien, travailler par lui-même. Parce qu'en mm, fait, ce n'est pas juste les économies qui vont te rendre riche, loin de là. En fait, non, ça, c'est un matelas de sécurité. mm. Et c'est absolument pas ça qui est véhicule de richesse, en fait. Et les gens là-dessus, ils sont super mal informés, en fait. Et surtout quand on regarde la motivation derrière pour les gens qui économisent, c'est une peur. Et quand la motivation est la peur de manquer, la peur de perdre, finalement, on va faire que manquer. On va toujours avoir l'impression qu'il faut toujours plus de sécurité, toujours plus d'économie. Mais finalement, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite être libre, on souhaite pouvoir financer nos projets, on souhaite pouvoir avoir les expériences de vie qu'on a envie d'avoir. C'est ça dont on a envie, pas d'avoir, on peut avoir même 500 000 euros sur le compte si ça sert à rien en fait. Tu peux dire, bon, bah voilà, j'ai 500 000 euros sur le compte, je suis content, mais c'est tout ce que tu peux dire. Et tu pourras pas, ça fera pas de toi quelqu'un qui vivra librement. Donc Tout à fait. effectivement, euh, que économiser, ça sert à rien pour moi. Ouais, mais c'est ça, tu as, tout dit en fait, parce que les gens, ils ont. Moi, j'entends les gens qui économisent pour les mauvais jours, Mm, au cas où on a un pépin, mais mm, j'entends très peu de personnes dire bah, j'économise pour me faire plaisir, parce que mm. ça devrait être à la base, ça Ouais. devrait être pour ça. Et limite, Mm, si tu as un problème, tu t'en mm, sers. mm, Mais mm. voilà, en fait, il y a vraiment toute une façon de penser à revoir, mais ça, on va, on va faire un pas à la fois. Ouais, oui. J'avais une question, c'est Mm. si tu connais la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, et la différence pour toi entre un bon investisseur et un mauvais investisseur. Alors, un mauvais investisseur, je vais commencer par le mauvais, je ne sais pas pourquoi, mais le mauvais investisseur, c'est quelqu'un qui agit par l'émotionnel, euh, quelqu'un qui n'a pas de plan, quelqu'un qui va se persuader qu'il fait les bons choix, mais en gros, sans regarder ce qui motive ses choix. C'est quelqu'un qui va aller investir dans tout et n'importe quoi sans jamais se spécialiser ou on va dire sans jamais développer une expertise. Alors bien sûr au début bah, c'est important de toucher à tout parce que mais derrière à un moment donné il faut se poser la question de en tirer une conclusion, ça me plaît plus, ça me plaît moins. Euh, voilà, donc le mauvais, il va toujours être, il va être impulsif, il va être derrière son écran,
à commenter les résultats, ça peut marcher. Hein. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va oublier l'intention première de l'investissement, c'est d'avoir des choses qui travaillent sans qu'on y regarde euh, à chaque instant, quoi. Donc, pour moi, voilà, le mauvais investisseur. Le bon investisseur, c'est la personne qui va prendre un petit peu de temps, mais juste ce qu'il faut pour se renseigner, pour développer une expertise, pour développer son discernement. C'est quelqu'un qui peut se louper, hein, mais ça fait partie, on va dire, voilà, ça fait partie du jeu. Mais qui va développer, qui va aiguiser comment dire, aiguiser son regard. Il va développer ses propres stratégies, même si ces stratégies elles peuvent être remises en question très régulièrement, mais il va développer ses propres stratégies. Il va vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui va jouer avec ça. Et il aura un rapport, on va dire, très, très sain avec ses investissements, avec l'argent. Et du coup, il va aussi jouer avec ses gains. Il va faire circuler l'argent. L'argent, ça sera juste de l'argent et pas, on va dire pas quelque chose où il a placé de la sécurité ou ses espoirs. Voilà, il sait ce que c'est que l'argent et il sait que l'argent, c'est juste de l'argent. Et pas, et ma phrase, c'est difficile pour moi d'expliquer parce que pour moi, quand je dis ça, c'est au-delà des mots. Il y a une vraie attention quand je dis ça, c'est voir l'argent comme il est. Mais comme il est, justement, je mets rien derrière parce que c'est juste de l'argent. Et on croit et on fixe trop de choses sur l'argent. Euh, on fixe trop de choses sur l'argent et c'est ça qui nous perd. Et en fait, c'est aussi quelqu'un, du coup, pour moi, le bon investisseur qui a compris ça et qui, bah, du coup, s'est intéressé à l'argent, pas enfin, vraiment pour voir ce que c'est vraiment. Voilà. Oh, super. Il y a une notion que j'aimerais bien qu'on voit ensemble parce que je l'entends très très peu, alors que pour moi, aujourd'hui, ça devient juste essentiel, c'est la notion de l'arbitrage. Mm, C'est-à-dire, arbitrer, c'est à un moment donné faire des choix, mm, arrêter certains investissements, te positionner sur d'autres, mm, etc. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui, justement, quand il y en a un qui marche bien, on reste un peu dans sa zone de confort, ou bien parce qu'on a peur justement d'aller sur un autre, mm, on craint encore une fois. mm, Et là encore, il y a beaucoup d'émotionnel en jeu. mm. Comment faire au mieux pour procéder à des bons arbitrages? Bah, en fait, pour moi, quand on rentre dans un investissement, un nouvel investissement, il faut déjà se fixer des règles. Bien sûr, ces règles elles peuvent être modifiées à chaque instant, mais il ne faut pas qu'elles soient modifiées sous le coup de l'émotionnel. Moi, des fois, ça m'arrive encore de travailler hors plan, mais en 95% du temps, je travaille dans un plan parce que ce plan, j'ai confiance en ce plan, il a sa raison d'être, et surtout, si le but, c'est de jouer, donc on va dire ce qu'on vibre, c'est le jeu, c'est pas donc le plan il est bon. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a sa raison d'être, enfin il est bon, même que si ça rate ou pas, parce que d'une certaine façon on va soit apprendre, soit bah, ça va fonctionner. C'était vraiment le plan. Et le but, c'est vraiment, on va dire, de jouer avec l'argent. Euh, de jouer avec l'argent, mais pas de jouer comme on joue au loto, hein. Parce que pour moi, c'est pas un jeu, ça. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un autre truc sur le fait. Ah oui, donc avoir un plan et en fait, bah, se dire, bah, j'arbitre, mais en gros, j'arbitre selon ces règles-là. En fait, l'arbitrage, finalement, il est déjà fait avant, puisque c'est le plan qui va dire ce qu'il faut faire. Donc, c'est juste faire à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et voilà, après, on peut remettre en question. Enfin, c'est comme une voiture qu'on crée et qu'on règle. On peut le régler, on peut voir ce que ça donne. Ah, bah, je sens on peut aller encore plus loin avec cette voiture, on va faire des petits réglages. Mhm. Donc ça va. On peut même remettre en question totalement le plan si on se rend compte qu'il ne fonctionne pas.
Mais voilà. Par contre, si on n'a pas de plan, en fait, on est obligé, notre driver, ça sera l'émotionnel. Donc, l'émotionnel, c'est jamais bon parce que souvent, enfin, c'est tout le temps, hein, c'est une peur de perdre ou peur de louper l'opportunité. Et finalement, bah, on va saboter sur un truc pour mettre sur un autre. Et finalement, on croyait qu'on allait gagner plus, mais finalement, ça se crache. Alors que si on était resté sur l'autre, ça a fonctionné. Voilà. Alors que si on sait que, bah, de toute façon, moi, là-dedans, c'est une enveloppe, c'est cadenassé, ça suit un plan, je ne touche pas à cet argent. Et si j'ai envie d'investir sur un truc, bah, je vais chercher l'argent ailleurs. Et en plus, se dire ça, on trouve toujours l'argent. Moi, quand on sent que c'est le truc, il faut trouver de l'argent, on trouve toujours des ressources. Euh, et on sait qu'il ne faut pas toucher à l'autre truc parce que ça fonctionne. Voilà. Alors que si on se donne la possibilité de piocher dans le truc, ça ne marche plus en fait. C'est là où c'est émotionnel, on sabote. Voilà. Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'est une sorte d'enveloppe, il faut les fermer. Chaque enveloppe a ses règles et on respecte ces règles qu'on a déterminées. Et quand on veut investir dans un truc, on refait une stratégie adaptée à cette enveloppe et voilà. Donc, c'est un peu, voilà, c'est ça ce que j'aimerais dire sur ça. Et alors, du coup, c'est quoi les ingrédients d'un bon plan, d'une bonne stratégie? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre ça en place? Un bon équilibre. Euh, bon, alors du coup, si on, si l'investissement, on sait, enfin, comment dire, une stratégie d'entrée. Mhm. Par exemple, sur les cryptos, ce que j'ai appliqué, ça s'appelle le DCA, le Dollar Cost Average. En fait, en gros, l'idée, c'est de mettre une somme à peu près fixe comment dire, à échéance fixe, tous les mois, toutes les semaines, enfin n'importe. Et en fait, bah, ça lisse le coût d'achat. Donc, bah, après, voilà, c'est cette stratégie, mais il y a plein d'autres stratégies. Des fois, la stratégie, c'est juste investir une fois. Hein. Ouais. Faut pas trop se prendre la tête non plus. Mais au moins, avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de gestion durant la phase de maturation, on va dire, puis une stratégie de sortie. Parfois, dans certains investissements, on peut déterminer qu'il n'y aura pas de sortie. Par exemple, on a envie d'investir, je sais pas, d'être entrepreneur investisseur dans des hôtels. Euh, le but, c'est d'investir dans un MAC d'hôtel, de faire en sorte d'avoir un business plan qui tient la route et qui fait que bah, ça dégage de l'argent, d'avoir une rente de ces hôtels. Et voilà. Et après, de réinvestir, etc. et de faire grossir, on va dire, ce patrimoine, mais sans jamais penser une seconde à vendre à un moment donné. Par contre, il va falloir gérer cet argent qui est gagné. Et là, bah, il va falloir mettre en place une stratégie pour qu'est-ce qu'on fait de cet argent gagné, sachant que moi, dans les gains d'investissement, moi, ce que je préconise, c'est euh, chaque euro le diviser en trois. Alors, ça peut être un tiers, un tiers, un tiers, mais pas forcément. Donc, un tiers pour se faire plaisir. Oui, c'est important. Il faut quand même se fêter soi-même, prendre soin de soi, se faire plaisir. Deuxième chose, réinvestir. Et troisième chose, de l'épargne. Alors, de l'épargne avec comment dire, des projets derrière. Du coup, l'épargne et l'investissement peuvent se mélanger, mais l'idée, c'est ça, c'est épargne. Parce que quand on a un peu d'épargne pour des projets, bah, quand il y a des gros projets qui viennent à nous et qu'on peut financer, bah, c'est toujours mieux que s'ils viennent à nous et qu'on n'a rien de côté alors qu'on aurait envie de le financer. Donc l'épargne, c'est vraiment dans ce but-là, c'est pas juste pour dire je me sécurise, non, 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 c'est pour mettre un peu d'argent de côté pour d'éventuels projets ou pour des projets qu'on a déjà en tête. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Complètement. Alors, comme tu nous l'as dit, toi, tu as déjà été surendetté. Mm. Comment déjà tu as vécu ça? Parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, moi aussi je le sais, j'ai déjà été dans cette situation-là. Comment toi, émotionnellement, tu as géré? Comment tu as géré dans ta vie de tous les jours? Parce que forcément, ça n'impacte jamais que toi, Mm. surtout si tu es en couple, etc. Et comment tu as réussi à en sortir? Bah,
en fait, si tu veux, à un moment donné, mon niveau de vie et ce que je gagnais faisait que bah, je dépensais plus que, que ce que j'avais, enfin que ce que je gagnais. Donc à un moment donné, j'ai vu, on va dire, ce moment arriver. Et en fait, bah, j'ai compris en discutant avec mon banquier que la meilleure solution, c'était le plan de surendettement. Euh, En gros, je me faisais une montagne de ça. J'avais peur que j'avais plein de projets, que voilà, je l'avais expliqué tout à l'heure. Et finalement, en fait, en acceptant la situation, bah, ça m'a soulagé, du coup, ça m'a aidé financièrement. Du coup, là, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de reprendre un boulot. J'ai dit, bon, bah là, ok, il faut. En plus, j'avais envie de revenir un peu dans la vie active parce que je tournais en rond et finalement, je faisais plus rien. Et à part brasser de l'air et maudire, maudire l'univers, voilà, donc j'ai accepté. Je me dis, bon, voilà, c'est ok. En plus, je voyais des gens qui étaient passés par là et qui avaient derrière une réussite folle. Et j'ai compris que souvent, enfin, c'était la graine du succès, malgré tout. Donc voilà, et du coup, bah, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais en faire de cette situation? Comment je vais pouvoir l'utiliser? Je sais que je suis en surendettement. Maintenant, j'arrête de me mettre des œillères. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que quelles opportunités ça m'offre? Le de voir ce que j'ai pas, j'ai regardé ce que j'avais. Donc, et ça m'a permis, on va dire, de pouvoir, pendant un an, j'ai pas payé de crédit. Bah, et du coup, je suis retourné enfin, en tant que salarié. Bah, du coup, je gagnais bien ma vie et j'avais pas de crédit à, Ouais. à rembourser. Et du coup, bah, ça m'a permis d'investir énormément. Et du coup, bah, j'ai transformé ce moment désagréable en super opportunité. Euh, donc voilà. Après, bah, je m'en suis sorti. En fait, finalement, enfin, je m'en suis sorti quand j'ai accepté. Pour moi, je m'en suis sorti le moment où j'ai accepté ma situation. Et Ouais. même ce qui s'est passé de fou, parce que là, on parle de façon très pragmatique, mais derrière, en fait, le fait d'accepter tout. euh, En fait, c'est une information que tu envoies à tout le champ quantique. Quand tu dis j'accepte la situation, tu n'es plus en lutte et finalement, l'univers, il dit ah, bah c'est bon, tu es prêt. On va t'envoyer des opportunités. Et là, j'ai même pas eu à chercher. J'ai trouvé mon boulot 3 jours. Il me restait 3 jours de droit. Et j'ai commencé mon boulot, il me restait 3 jours de droit. Ouais. Et en plus, c'était pendant le premier confinement. J'aurais pu avoir un peu peur. Je l'ai eu, à un moment donné, j'ai eu un peu peur, mais c'était pas ma peur, on me l'avait transmise. Et en fait, on me rappelle juste avant la fin de mes droits, Xavier, tu es dispo dans une semaine, allez, c'est parti. Et du coup, et à chaque fois que, en gros, j'ai eu en gros, où je rentrais en lutte et à un moment donné, j'ai accepté, je dis j'arrête de lutter. À chaque fois, il s'est passé des trucs de fou comme ça. J'avais plus rien à chercher. Les choses, elles venaient à moi sans que j'ai à bouger le petit doigt, quoi. Ouais, mais ça, c'est les miracles de la loi d'attraction. Ça, c'est comme tu dis à Ouais, un moment donné où tu arrêtes juste bah, de te prendre la tête et puis tu acceptes. Bah ouais, il c'est se ça. passe plein de trucs en fait. Mais en fait, pour moi, la loi d'attraction, expliquée dans le développement personnel, elle est pas expliquée. Et bien sûr, bah, tant mieux, parce que comme ça, chacun en fait expérience et chacun va la comprendre vraiment et pas qu'en théorie. Mais pour moi, c'est un positionnement. C'est ton positionnement, c'est pas juste faire de la visualisation qui va faire. La visualisation, c'est la première chose à faire parce qu'en gros, c'est créer cette image. Ouais. Mais si derrière, tu ne te positionnes pas dans cette image, il va rien se passer. Oui, oui, Alors, c'est ça. c'est c'est vraiment, on va dire, enfin, dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit. Ouais. Euh, Oui, oui, ça voilà. va beaucoup plus loin si tu veux. La loi de Mm. l'attraction, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, c'est presque le début de l'aventure en fait. Mm. Parce que comme tu dis, voilà, il y a la visualisation, certes, il y a Mm. les émotions que tu ressens, ce que tu vis, Mm. mais il y a oui, ce que tu penses, ce que tu dis
la manière dont tu réagis aux choses et oui, Oui. ton positionnement à toi. Mm. Qui tu es à ce moment-là et qu'est-ce que tu veux devenir, quelle Ouais. personne tu veux être. Donc oui, c'est un Mm. ensemble en fait. Et Mm. les gens, c'est vrai que souvent, ils n'ont qu'une partie un peu tronquée. Ouais. Bon, après, voilà, c'est aussi assez vendeur, comme on en Oui. parle, tout ça. Donc, forcément, c'est beau, vibrer, vibrer, Mm. vibrer. Mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup d'action, en fait. Oui. C'est comme tu l'as dit, tu t'es Mais là, positionné, t'es parti c'est, voir ton banquier, ça a aussi déclenché des mm. choses. Mais alors, je dirais, c'est beaucoup d'actions. Oui et non. Enfin, on va dire, c'est l'action juste. Oui, C'est voilà, c'est l'action ouais, juste. C'est faire ce qui doit être fait. Par exemple, je veux être sportif. Bah, il va falloir, c'est pas juste, c'est bien de le penser, c'est bien peut-être de le dire, c'est encore mieux que, enfin, c'est encore mieux de le dire, mais à un moment donné, il va falloir que tu agisses comme ce sportif de haut niveau que tu veux être, quoi. Et il faut que tu incarnes cette personne que tu veux être. Après, ça dépend, on va dire, la personne que l'on veut être, mais c'est ça l'idée, oui. non, mais exactement. Tu peux pas dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est gagner les championnats olympiques, et puis ben, rester sur ton canapé, et puis attendre que ça se fasse. Donc, oui, Ouais. c'est évident, mais Mm, c'est évident quand tu es dedans et que tu en as vraiment pris mm, conscience aussi, parce que oui, sinon, c'est vrai que les gens, ils passent un petit peu à côté de ça. Je trouve ça dommage, mais bon, ça, c'est un peu un autre débat, j'ai envie de dire. oui. Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu Mm, t'intéresses à l'investissement, ben, d'un coup, tu entres dans le monde, en fait, tu entres dans le game et mm, tu as tout et n'importe quoi. oui. Et souvent, tu as beaucoup de n'importe quoi. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, les charlatans, les médiums Mm, qui disent qu'ils voient plein de choses et les vrais, ceux mm. pour qui vraiment, qui ont un don, etc. Et comment bien faire la différence entre tout ce que tu vois et tout ce qui, des fois, tu as des opportunités qui paraissent trop belles pour être vraies, mais qui Mm, sont vraies. Et des mm. fois, tu as des opportunités qui ont l'air juste intéressantes et qui sont pas du tout fiables, en fait. Comment vraiment faire la part des choses? Bah, je dirais, c'est impossible. C'est impossible parce que, non, parce que, en fait, on va attirer exactement Ah ouais. ce que l'on vibre. Donc, en gros, le truc qui va nous paraître cohérent, même si ça, enfin, en fait, notre perception va être biaisée par notre posture. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est impossible. Euh, Parce qu'en gros, la personne qui va un peu foufou, euh, qui, qui va un peu foufou et qui va en mode j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais qui n'a pas du tout envie d'être investisseur, il va attirer exactement ce qui lui correspond. Après, là, comment dire, je résume, mais Hmm. chaque personne est différente, donc chaque personne va vraiment attirer des choses différentes. Mais c'est pour ça que je dis, enfin, en tout cas, de ce point de vue-là, c'est, euh, c'est difficile de le voir. Après, comment on va dire s'amuser avec ça justement, bah, se mettre dans la peau de quelqu'un qui a les résultats qu'on veut. Aller voir comment lui il fonctionne. Pourquoi lui il fait ça et pourquoi il s'intéresse pas à ça. Quelle est la différence entre la personne qui va dans le truc qui se crache et la personne qui va investir dans des trucs qui fonctionnent. Ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu le voir. J'ai regardé j'ai étudié les gens, enfin, j'ai étudié leurs discours. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent venez investir, venez investir, venez investir, mais ils vivent pas d'investissement, ils vivent de l'affiliation. Et en gros, à la fin, ils vont dire bah ouais, moi j'ai gagné. Oui, ils ont gagné, mais tes 90 investisseurs en dessous, ils n'ont pas gagné. Parce que en gros, voilà, voilà, du coup, le gars se dit se positionner en investisseur, mais pour moi, c'est un commercial. Et en tant que commercial, ça fonctionne. Mais en tant qu'investisseur, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Ok, ok. Et comment te remettre justement quand tu as eu de mauvaises expériences et des fois quand on a cumulé plusieurs, comment toujours rester positif en fait pour pas rester sur cette mauvaise expérience? Bah, en fait, moi, je dirais, enfin, faut pas chercher à être positif. Faut accepter. Faut, faut, il faut vivre certaines choses. Les expériences sont pas là au hasard.
On doit vivre certaines choses pour comprendre certaines choses. Donc, on ne peut les comprendre que quand on est honnête avec soi, et on est honnête avec soi quand on accepte ce qu'on considère comme négatif, même si, on va dire, c'est une étiquette, et derrière enfin, c'est qu'une étiquette, c'est pas négatif en soi. Mais voilà. Donc, accepter ça, aller regarder sans jugement pourquoi on en est arrivé là, et avoir, on va dire, cet œil très bienveillant, non jugeant, aller s'observer, se dire, voilà, ah oui, mais c'est vrai que là, j'ai fait ça, mais je l'ai fait parce que j'étais trop émotionnel. Se remettre en question. Il ne Ouais. faut pas avoir peur de se remettre en question continuellement. Et moi, c'est ce que je fais assez facilement. Mais on va dire pour tout le monde, c'est pas forcément facile parce que ça sera accepté qu'on puisse, que en fait, on n'est pas la personne que l'on pense. Euh, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Ouais. Et accepter ses parts d'ombre, c'est pas, pour moi, c'est l'accepter pleinement, se dire que moi, Xavier, j'accepte Xavier tel qu'il est, même s'il n'est pas parfait. Mm. Il a fait des erreurs et c'est OK. Mais il a le droit à tout l'amour du monde, même s'il fait des erreurs. Et c'est comme ça que pour moi, je vois les choses sur ça. Non, mais c'est génial parce que moi, c'est pas le discours que j'entends d'habitude, donc moi, Mm. j'adore en fait. Parce que souvent, voilà, c'est très masculin, très. Et quand Mm. je dis masculin, c'est le Oui, côté oui. péjoratif, tu vois, vraiment, Oui. on fonce tête baissée, on y Mm. va, on est dans le mental, Mm. etc. Et puis, il faut que ça marche. Et puis, si ça Mm. marche pas, on recommence. Et puis, bon, un peu bataille, mais la bataille, encore une fois, contre soi, parce qu'effectivement, à ce moment-là, tu t'écoutes pas. À ce Mais en moment-là, tu fait, t'écoutes pas du tout. pour moi, c'est des discours hypnotiques. Bon, c'est à l'image de la société. Euh, et en fait, c'est comme, enfin, là, je peux aller loin. Mais en fait, c'est une histoire de biais cognitif. C'est en fait biaiser la perception des choses. Se dire que si on pense quelque chose, c'est pas bien et tu devrais penser comme ça parce que voilà. En gros, on donne un produit et on dit quoi penser sur ce produit. Mm. Et on va dire, c'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans et il y en a qui vont s'y perdre pendant des années jusqu'à s'en rendre compte. Mais c'est une histoire de discours hypnotique, de manipulation. Même si les gens, je dis ça, mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte, ceux qui disent ça. Hein. Pour eux, ils sont dans la continuité de ce qu'on leur a dit. Et voilà, donc il ne faut pas non plus leur jeter une pierre, mais il faut comprendre. Ouais, mais c'est ça, c'est important ce que tu dis parce Mm, qu'effectivement, se remettre en question, euh, mm, ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour acquis et puis vraiment mm, aussi écouter son mm. intuition. Oui. Ça reste toujours les plus importants et souvent les Mm, gens ont tendance à l'oublier, c'est un peu dommage. mm, Et par exemple, tu as ton copain Michel ou ton cousin Jean-Paul qui te mm, dit, mais ça c'est trop génial, il faut vraiment que tu le fasses, tu vas voir. OK, pour lui, c'est bien, ça marche et mm. tout ça. Comment vérifier quel marqueur, toi, tu vas vérifier avant de te lancer dans cet investissement-là? Alors, ça, c'est quelque chose, c'est marrant parce que maintenant, j'arrive très bien à le faire. Ouais. Si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, même si c'est la meilleure opportunité du monde et même si ça fonctionne. En fait, maintenant, je sélectionne plus je suis plus appâté par le gars. C'est vraiment, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de nouvel investissement et ça me va, tu vois. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu investis? Je dis non, franchement, non, ça m'intéresse pas. Il y en a qui disent, il y a du copy baiting, enfin, en gros, tu copies comment dire, les paris et ça, certains. Moi, ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Et pourtant, ça fait des bons résultats. Et moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, j'y vais pas, même si ça fait des bons résultats. Parce que, Ouais. en gros, des opportunités, il y en a partout. Euh, et en gros, je choisis par rapport à. C'est comme s'il y a un menu dans un restaurant, quand il y avait autant des restaurants. Et en gros, je sélectionne mais voilà, j'ai pas cette boulimie Ouais. de, de vouloir investir partout. Non, 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 non. Ouais, mais c'est intéressant, tu vois ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu es OK avec qui tu Hum, es en ce moment et hum, avec tes objectifs de vie aussi, hum, tout simplement. Parce que hum, moi, par exemple, je vois que l'un de mes objectifs de vie, c'est de m'enrichir, tu vois. Donc, hum, forcément, je vais être aussi dans une optique différente que hum, la personne qui va chercher à se sécuriser, que la hum, personne qui va chercher voilà, à faire du long terme. À hum, propos du long terme, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, 2021,
Mm. c'est possible d'avoir le long terme, c'est quoi aujourd'hui? Un investissement à long terme, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je dirais aujourd'hui, en fait, euh, on est pour moi dans une transition sociétale. Ouais, Donc, ce qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui ne va pas forcément fonctionner demain. Donc, le long terme, c'est très compliqué de se positionner long terme là-dedans. Par contre, en fait, il faut être visionnaire. Il faut se dire, bon, je sens que la société change. De quoi la société a besoin aujourd'hui et euh, donc de quoi elle a besoin aujourd'hui et du coup, qu'est-ce qui fonctionnera demain? Parce que répondre à la question de quoi elle a besoin aujourd'hui, c'est ce qui fonctionnera demain. exactement. Donc, par exemple, les crypto-monnaies, pour moi, alors, pour moi, c'est un investissement, mais c'est en même temps d'épargne. Mais pour moi, les crypto-monnaies, par exemple, c'est même au prix d'aujourd'hui, c'est un investissement qui peut être très intéressant à long terme. Parce qu'aujourd'hui, la société demande un système qui ne soit pas dépendant d'une élite Ouais. et d'avoir des systèmes décentralisés comme le Bitcoin ou l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, bah, c'est misé sur le futur et pour moi, c'est du long terme. Même si, mais les gens ils vont dire oui, mais c'est très volatile. Oui, mais c'est très volatile parce qu'on est dans une tempête. On est dans une tempête. Les gens il y a beaucoup de spéculation dessus. Il y a des gens qui sont là juste pour faire de l'argent très très vite. Mais bon, il y aura un ménage à un moment donné. Et à un moment donné, ça se trouve, ça sera le Bitcoin la référence, ou l'Ethereum, ou n'importe quoi. Mais je ne pense pas que ce soit une de ces monnaies-là. Mais en tout cas, voilà. Donc miser pour moi, miser long terme, c'est miser sur le futur, donc miser sur le besoin d'aujourd'hui. Et à part les cryptos, du coup, toi, tu vois quelles tendances qui émergent vraiment et qui paraissent être vraiment intéressantes au jour d'aujourd'hui? Alors, on va dire de façon précise, justement, moi aujourd'hui, j'ai pas forcément d'idée. Enfin, je Mm. le vois, enfin, c'est très compliqué, Ouais. mais on va dire de façon très globale, j'ai une vision très claire, c'est sur le service. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils ne veulent plus juste un objet pour avoir un objet, ils veulent une expérience. Et l'expérience, elle est procurée par le service, un service complet. Euh, et les gens vont s'en rendre de plus en plus compte. Donc, c'est tous ces systèmes qui fonctionnent comme ça, genre bah, Uber, par exemple. Alors, on peut être d'accord ou pas, on peut dire, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans le service. Bah, on a faim, on a envie de manger un truc, mais on a la flemme de bouger. Comment on peut avoir ça? Comment on peut avoir ce service-là, avoir un repas fait par des restaurateurs ou des chaînes de restauration rapide, enfin des restaurateurs, de toute façon, c'est des restaurateurs, et pouvoir l'avoir chez soi sans avoir à aller le chercher. Mais ça, on peut l'appliquer partout, ça pourra s'appliquer dans toutes les sphères de vie. C'est pour ça que moi, j'avais plein d'idées de concepts basés sur le service. Euh, mais voilà, donc Ouais. pour moi, il y a cette tendance qui se dégage. Pour moi, on est sur la fin de la société de consommation, mais quand je dis sur la fin, ça prendra peut-être des dizaines d'années, hein. Oui, Mais oui. les gens se rendent compte que, voilà, qu'ils veulent finalement une expérience et non plus de posséder un objet, parce que posséder l'objet, finalement, on remarque que ça n'apporte pas forcément. Ouais, bah oui, c'est limité en fait. Ouais. Mm. C'est très limité. Bon, bah Mm. super, Xavier. Déjà, merci beaucoup d'avoir partagé Avec plaisir, ce moment. Et avec puis, plaisir. un petit mot pour Mm. la fin? Bah, merci, merci. Bah, ça m'a permis, en ce moment, j'avais ressenti le besoin de partager et de pouvoir justement un peu dire ce que je pensais et pouvoir apporter en partageant ma vision des choses parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Donc, bah, je te remercie de m'avoir proposé cette interview. Ça m'a énormément plu. Voilà, c'est quelque chose, voilà, c'était un super moment et voilà. Ben, merci à toi, Xavier.